Bonjour à tous. Je vais vous présenter des résultats qu'on a obtenus sur l'influence des conditions environnementales sur les propriétés multi-échelles d'argile compactée. Et pour préciser un petit peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais commencer par cette image-là, la problématique multi-échelle. Tous nos problèmes viennent de ces particules, ici, donc autour de cette échelle-là, celles qui vont réagir à des variations de succion, qui vont réagir à des variations de la chimie du fluide, et autres phénomènes. Elles ont tendance à s'assembler, ce qu'on va pouvoir appeler des agrégats. Après, on verra. Et après, en mécanique des sols, on va travailler essentiellement sur des éprouvettes qui sont ici, donc à l'échelle centimétrique. Et ce qui nous intéresse in fine, c'est d'aller vers ces ouvrages-là. Donc là, il y a quelques sauts à faire, mais en fait, là, il n'y en a que 3. Il y en a beaucoup d'autres. Et je vais essayer d'illustrer la démarche qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, le constat essentiel, c'est qu'il y a des sollicitations donc, externes qui vont faire réagir ces matériaux. Et pour pouvoir comprendre ce qu'on constate nous, à l'échelle du laboratoire ou sur des ouvrages, il va falloir essayer de regarder à toutes les échelles. Et donc, notre problématique, c'est d'analyser, pour essayer de comprendre ces processus qui vont être couplés entre eux, couplés aux sollicitations externes, et puis pour avoir accès aux caractéristiques du comportement mécanique. Donc, notre objectif, c'est avant tout de quantifier les choses, de ne pas simplement de contenter de regarder, ben voilà, c'est un peu plus grand, un peu plus gros, ça s'écarte, ça se ferme, d'essayer de mettre des chiffres derrière, de voir après quelle est la signification de ces chiffres, comment on peut les utiliser. Et donc, à la fin, de prévoir le comportement des ouvrages, on est très optimiste. Donc les approches mises en œuvre, ben déjà il faut s'intéresser aux sollicitations, chercher à les reproduire. Donc on va développer des dispositifs, donc je vous présenterai, j'en parlerai plus tard dans la présentation. D'aller regarder cette quantification entre micro, alors différentes échelles, et puis macro, c'est ce qu'on va pouvoir regarder au laboratoire, la caractérisation mécanique, donc centimétrique, c'est cette définition-là. Et puis de regarder aussi cette microstructure. Donc ici c'est juste une image de porosimétrie, et puis après d'essayer d'exploiter toutes ces informations-là pour modéliser, comprendre le comportement des matériaux. Dans le cas des argiles, donc là, cette image a déjà été présentée, bon, voilà d'où elle vient. C'est des assemblages de feuillets élémentaires. Et si on regarde au microscope, ben voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez les échelles ici. C'est pas très beau comme ça. Moi, je préfère ces schémas simplifiés. C'est la même chose, mais c'est pour vous faire prendre conscience des différents niveaux entre ce feuillet qu'on a présenté au départ, qui vont s'assembler en particules, qui vont s'assembler en agrégats. Oui, il n'y a pas de taille ici. Et ensuite, ces agrégats font des ensembles d'agrégats et puis qui constituent notre échantillon. Donc avec ces différents niveaux. Mais quand on parle de microstructure, là, on n'a parlé que de texture, que de géométrie finalement. Et quand on regarde pour les sols, il y a aussi un élément important. Il y a cet assemblage, mais il y a aussi les différents grains peuvent être collés entre eux. Et ça, c'est la définition classique de Burland sur la structure des sols, avec une composante qui est liée à l'arrangement géométrique des particules, qu'on peut illustrer ici. Alors, ça ne se voit pas très bien, mais c'est l'indice des vides et là, la contrainte. Vous avez le matériau c'est sa courbe intrinsèque, préparée à une limite de liquidité une teneur en eau 1,5 fois la limite de liquidité. Et puis ici, vous avez la courbe, c'est Sedimentation Compression Line, c'est-à-dire les particules qu'on laisse sédimenter dans une éprouvette assez grande, et on voit qu'on a une courbe différente. Et la différence de comportement entre ces deux modes de préparation, c'est lié à la géométrie, parce qu'ici, sédimentation, elle va avoir tendance à se mettre parallèles les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est une première composante à l'échelle macro, et puis à l'échelle... et puis, quand on parle de colle entre les particules, c'est les cimentations, c'est illustré ici. Donc c'est vient de Leroy et Vaughan. Vous avez la courbe sédimentée ici. Donc c'est des argiles... alors je ne sais plus exactement l'origine de l'argile, mais quand on prend le même matériau qui est intact, on a ce type de comportement, ici. Donc on va au-delà de la courbe de compression intrinsèque, et cette quantité-là, la différence de comportement, elle est due à la géométrie, mais aussi aux cimentations qui vont exister entre les particules. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais aussi vous montrer à travers deux exemples, c'est un exemple où on va plus parler de géométrie de texture, comment ça peut impacter le comportement macro, et puis un autre exemple où je vais essayer de faire ressortir l'effet de la cimentation, et de voir un petit peu quelle démarche on peut suivre. Et c'est les deux aspects qu'on va regarder, ces deux exemples. Et le premier, ça va être
premier exemple, c'est plus sur la texture, c'est l'influence de la nature du fluide hydratant sur la pression de gonflement d'une argile. Et donc ici, Pierre en a parlé ce matin, hein, le gonflement, lorsqu'on veut hydrater une particule, enfin une argile depuis un état complètement sec, on va distinguer deux types de gonflement. Le gonflement cristallin, qui est où vous avez une évolution discrète de cet espacement interfoliaire avec la mise en place d'une couche d'eau, de couches d'eau. Et ça va se traduire ici, c'est peut-être plus parlant là, sur cette image-là, où si vous avez l'humidité relative, donc l'état totalement sec, l'état totalement 100% d'humidité relative, et là, c'est l'espacement interfoliaire, et on voit bien qu'on hydrate, on a des sauts qui correspondent à la mise en place d'une couche d'eau et de deux couches d'eau. Ça, c'est une première composante du gonflement, le gonflement cristallin. Et puis, au-delà, une fois qu'on a atteint, qu'on a mis en place une couche d'eau, deux couches d'eau, trois couches d'eau, en fonction de la nature du minéral argileux, on va avoir un gonflement osmotique, dont on entend peut-être plus parler, qui est avec la double couche diffuse, ce type de phénomène. Et on a ici, donc c'est la quantité d'eau, l'état d'hydratation, et puis on a un écartement de l'espace interfoliaire qui progresse avec la quantité d'eau qui est connue. Donc on a ces deux processus qui prennent place au sein de nos particules, on va dire, et quelle va être la traduction macroscopique. Alors la traduction macroscopique, pour la mesurer, c'est ce type de dispositif. Et ici, vous avez en rouge une éprouvette d'argile compactée, donc c'est quelques centimètres. Et puis, on la place à l'intérieur d'un dispositif, là c'est un anneau rigide, et puis on l'hydrate par le bas, et on va l'empêcher de gonfler. On va l'empêcher d'augmenter de volume, et on va regarder ce qui se passe avec un capteur de force qui est ici. Et voilà le type de comportement qu'on va obtenir, typiquement, quand elle n'est pas trop dense. Avec ici la pression de gonflement, c'est-à-dire la pression qu'il faut exercer à la surface pour maintenir le volume de l'éprouvette constant. Et typiquement, ce qu'on peut obtenir, c'est ce type de courbe avec un pic, un creux et un plateau. Ici, donc là, c'est sur une MX80. Alors ça, c'est ce type de profil, de cinétique de gonflement, de développement de la pression de gonflement, c'est assez classique. Vous avez ici différentes courbes, donc ça va dépendre de la densité du matériau. Plus il va être dense, plus la pression de gonflement finale va être importante. Et puis on va toujours avoir ce comportement de pic plus ou moins marqué. Ensuite aussi, en fonction de la densité, ce qu'on voit à droite ici, le temps pour stabiliser le développement de la pression de gonflement va être plus ou moins important. On va varier un ensemble de paramètres. Et donc là, c'est la synthèse. Et ensuite, lorsqu'on va parler de gonflement, on peut aussi le modéliser, et globalement, on va distinguer au moins deux types d'approches. Soit on va chercher à décrire ce qui se passe à l'échelle de particules ou d'un stack de particules, comme par exemple avec Liu, ici, et on va chercher à calculer une pression de gonflement macroscopique. Et on peut prendre en compte le gonflement cristallin, le gonflement osmotique. Ou alors, on va avoir une approche où on part plus phénoménologique, voilà ce qui se passe à l'échelle macroscopique. On va essayer de donner quelques informations à notre modèle sur ce qui se passe aux échelles inférieures. Ça, c'est par exemple le modèle de Barcelone, où on va introduire des fonctions d'interaction qui vont essayer de décrire ce qui se passe entre cette échelle micro et puis cette échelle macro qui nous intéresse, c'est-à-dire l'échelle de la mesure de pression de gonflement. Et donc, quand on utilise l'approche de Liu, où on cherche à décrire ce qui se passe plus à la particule, on obtient ce type de résultat. On ne va pas être trop mauvais dans la prédiction de la pression de gonflement, de la valeur finale, mais tout ce qui concerne la cinétique et le développement de la pression de gonflement en fonction du temps, des conditions d'hydratation, on n'y a pas accès. Alors que ça, on va pouvoir y avoir accès avec l'approche, par exemple, du modèle de Barcelone, où vous voyez ici la pression de gonflement en fonction du temps, et puis vous avez les mesures et les résultats qui sont parfaitement superposés. Voilà, mais pour obtenir ce résultat-là, il faut avoir donné des informations sur ces fonctions d'interaction entre micro-macro, et là, la détermination de ces fonctions d'interaction, elle est assez complexe, pas directe, et c'est beaucoup d'ajustements en fait. Et donc, dans le cadre de l'étude, ce qu'on a cherché à faire, c'est, ok, on a ce phénomène, ce pic, ce creux, ce plateau, mais on connaît les processus de gonflement, et quelle est la contribution finalement de chacun des processus de gonflement
est-ce qu'ils contribuent tous les deux à ce développement de la pression de gonflement avec ce pic, ce creux, ou alors est-ce qu'il y en a un qui est responsable plus que l'autre? Essayer d'essayer de quantifier un petit peu les choses, et c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va rester à une échelle particulière, mais donc ce qu'on a développé, c'était un appareil qui nous permettrait de à la fois regarder ce qui se passe en mesure macro de pression de gonflement, mais qui aussi, en même temps, de permettre un suivi de la réorganisation de la porosité du matériau en cours d'hydratation. Et d'associer les deux. De ne pas se contenter de mesures d'observation à des échelles plus fines, sur des éprouvettes post-mortem, c'est-à-dire on a terminé l'essai, l'hydratation est complète, on démonte notre cellule et on vient faire les analyses. À partir du moment où, quand je fais un essai de mesure de pression de gonflement, je veux garder le volume constant. Si j'ouvre mon éprouvette, j'ai commencé à perdre, parce que mon éprouvette, j'ai de l'expansion. Ensuite, il faut que je la prépare, souvent il faut que je retire l'eau. Donc retirer l'eau, ça peut être problématique. Ça peut avoir des conséquences sur ce qu'on va observer à la fin. Donc on s'est dit, notre objectif, c'est d'essayer d'avoir accès à, de perturber le moins possible, on perturbe toujours, la texture de l'éprouvette et de l'observer, pas simplement à l'état final, mais d'essayer d'avoir un petit peu son évolution au cours de l'essai. Et donc, ce qu'on a fabriqué, développé, qui a pris un certain temps, c'est ce qu'on appelait donc œdotomomètre, un oedomètre, et puis qu'on puisse mettre dans un tomographe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit transparent aux rayons X. Donc c'est ce type de dispositif où on a une éprouvette qui fait 10 mm de hauteur et son diamètre c'est 10 mm. On a essayé de réduire au maximum le diamètre de l'éprouvette. Donc elle est située ici, elle est entre deux pierres poreuses et globalement c'est un oedomètre. Là elle est en place sur une presse de chargement, hein, c'est le même système. On peut, si on voulait, on pourrait faire un oedomètre. Et on peut bloquer les déformations avec le bâti. Et l'avantage de cette cellule, c'est qu'on peut fixer, ce qu'on voit ici, le piston avec le corps de la cellule. Et cette cellule, on interrompt l'hydratation, parce que finalement, vous allez voir après, c'est un processus qui est relativement long. On l'emmène et on fait notre tomographie qui prend, notre scan qui fait 5-6 heures à peu près. Et puis on revient installer le dispositif et on poursuit l'hydratation. Donc c'est pas... Il y a tout un protocole expérimental qu'il a fallu mettre en place, c'est pas direct, mais globalement, on est satisfait des résultats. Donc on a, grâce à ce type de dispositif, accès à l'information macroscopique qui est la mesure de pression de gonflement. On peut injecter le fluide qu'on veut, et puis avec nos scans à des temps donnés, on peut avoir des informations sur la porosité, la structure du matériau. Quelques mots sur l'argile qu'on a utilisée, donc c'est Cunipiaget, qui nous vient du Japon. Donc il y a une smectite sodique qui gonfle bien, mais bon, elle ne s'écarte pas, elle n'a pas un comportement atypique par rapport aux autres bentonites qu'on peut connaître. Hein, c'est ce qui est ici. Là, vous avez comparé à la MX80, Febex, puis différents grades de Cunipia. Et les résultats que je vais vous présenter ont été obtenus pour une masse volumique sèche de 1,4 mg par mètre cube. Et donc, voilà le type de résultats qu'on peut obtenir. Vous avez le temps, la pression de gonflement, et puis on est venu faire des scans au temps qui sont les carrés rouges ici, T1, T2, T3, T4. L'idée, c'était d'avoir la même pression de gonflement et d'avoir des états de porosité différents. Bon, ça marche plus ou moins, c'est la cinétique qui avance plus ou moins. Et donc, ce qu'on obtient, c'est ce qu'on obtient, c'est ce type d'image. Donc là, vous avez une tranche verticale de l'éprouvette. Ça fait la taille, on a éliminé les bords, ça fait à peu près 1 cm de haut ici. Et vous avez le sens de l'hydratation. Et ce que vous voyez en noir, c'est plutôt des trous. Et en gris, c'est la matière, hein, si on dit comme ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne peut voir qu'une certaine résolution. Et ici, on était de l'ordre de 5 micromètres. C'est-à-dire tout ce qui se passe en dessous de 5 micromètres, on ne le voit pas. On ne voit que des détails plus grands. Donc voilà le type d'image. Donc avec l'hydratation, ici, on voit que la porosité se ferme. Ici, la valeur que vous avez, c'est juste une analyse, pas rapide, mais de la macroporosité. Assez simplement, on fait ça, c'est 14%, alors qu'on partait de 38%.
alors que 38%, ça c'est la valeur qu'on peut mesurer ici, avec cette résolution de 5 micromètres, alors que la porosité réelle du matériau, c'est autour de 47%, 48%. Donc on loupe 10% de la porosité ici. Et puis quand on progresse, ici au bout de 8,8 jours, 16 jours, 20 jours et 40 jours, où ici on ne voit plus du tout de porosité. Alors ça c'est plus une approche qualitative, mais après on peut travailler sur ces images et on obtient ce type de résultat, où ici vous avez donc l'axe Z de l'éprouvette, et ici vous avez la porosité interagrégat, donc avec cette porosité, c'est les pores supérieurs à 5 micromètres. Et donc ce qu'on voit, c'est au départ, donc voilà la distribution de macroporosité. Donc on voit qu'il y a un gradient de porosité à l'intérieur de l'éprouvette, ça vient de la méthode de préparation. On a aussi aux interfaces, en haut et en bas, c'est le fait, on a compacté notre éprouvette, et puis quand on a fini de préparer l'éprouvette, on relâche l'effort de compactage, et ça se traduit par ces petits artefacts, je dirais. Et puis quand on hydrate, donc je rappelle, on hydrate par le bas et le fluide remonte. Et voilà ce qu'on obtient. Donc à T1 par exemple, on a la macroporosité qui est ici, et puis c'est quasiment complètement fermé à la base de l'éprouvette. Et le processus continue jusqu'à T2. Et quand on vient à T3 ici, donc il y a le pic et le creux, à T3, on ne voit plus de porosité. Donc la macroporosité a totalement disparu à cette étape-là, qui correspond au T3, et ensuite T4, T5, la pression de gonflement recommence à augmenter, mais on ne constate pas de modification de la macroporosité à cette échelle-là. Et là, on a regardé ce qui se passait avec de l'eau, donc c'était de l'eau et NaCl à 10-4, et je vous ai dit qu'on essayait qu'on voulait, l'un de nos objectifs, c'était de jouer sur la composante osmotique et la composante cristalline. Donc pour ça, on a utilisé donc des solutions de NaCl, et on a aussi utilisé du MMA, méthylmétacrylate de méthyle, pardon, je le dis dans le bon sens, qui a pour retenir une caractéristique intéressante, c'est que certaines propriétés sont voisines de celles de l'eau, et surtout, c'est qu'il va hydrater nos particules argileuses, et il ne va conduire qu'à du gonflement cristallin. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à ce fluide-là, on n'active que du gonflement cristallin, et tout ce qui est les gonflements osmotiques n'est pas activé. Donc par différence, finalement, grâce à ce fluide-là, on a un moyen d'étudier l'impact relatif de chacune des composantes du gonflement. Et qu'est-ce que ça donne lorsqu'on hydrate notre matériau, notre argile gonflante avec ce méthylmétacrylate? Voilà le type de résultat qu'on obtient, donc sur le temps, la pression de gonflement, avec ici, en noir et en vert, toujours des solutions de NaCl, différentes forces ioniques, donc il y a un impact sur la pression de gonflement classique, et puis le MMA, ici, on voit, c'est extrêmement rapide, on a un développement de pression de gonflement, et on atteint une pression de gonflement qui est de l'ordre de 3,2 mégapascal, et on l'atteint extrêmement rapidement. Et qu'est-ce qui se passe si on vient, ça c'est les conclusions, si on vient regarder en tomographie, analyser la porosité. Donc là, vous avez les scans pour 10-4, 10-1. Donc il n'y a pas vraiment de différence à ces échelles-là. On n'est pas capable, quand on va venir regarder la macroporosité, de mettre en évidence des différences significatives. Et à chaque fois, on a cette disparition de la macroporosité qui intervient à ce moment-là quand on a le creux. Et quand on passe au méthylmétacrylate, ici, vous avez les valeurs initiales, et puis à la fin de l'hydratation, donc on est venu faire un scan une fois sur le palier, on voit ici la macroporosité est ici, on reste à peu près à une valeur de entre 9 et 10%, c'est-à-dire qu'on a une réorganisation de cette macroporosité, mais elle est beaucoup moins poussée que quand on active aussi le gonflement osmotique. Et on a une persistance importante de cette macroporosité. Et, chose aussi importante que vous avez tous constaté, c'est qu'on n'a pas ce creux, parce que là on regarde, si on analyse plus en détail, on n'a pas du tout ce premier pic, ce creux, et puis réaugmentation de la pression de gonflement. Quand on regarde par tomographie, je disais, on ne voit pas ce qui se passe en dessous de 5 micromètres, donc on a quand même envie d'aller regarder ce qui s'est passé. Est-ce que c'est des artefacts? Est-ce qu'ici la porosité, la macroporosité a disparu? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Donc pour ça, il faut coupler avec d'autres méthodes. Et ça, donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais pour vous donner un exemple, ici, ça c'est du MEB, et
par ce même, on peut aussi faire une analyse d'image et quantifier les porosités, les tailles de porosité. Et voilà le résultat qu'on obtient. Vous avez ici la position de départ avec le rayon de pore et la distribution volumique cumulée. Donc vous avez le départ. Et ce qu'on voit en Tomo, hein, ça se passe par là. Pardon, ici. Et quand on regarde avec ce qui s'est passé lorsqu'on a hydraté avec les solutions d'NaCl, en fait, la distribution de pores ici qu'on voit au même, on a eu une réduction importante de cette taille moyenne. Donc quand on les voit disparaître ici en fait en tomographie, ils n'ont pas disparu, la porosité est la même dans le matériau, on est à volume constant. En fait, les pores ils sont devenus beaucoup plus petits. Ici, on peut le quantifier, alors que quand on regarde avec le MMA, ce qui s'est passé, la distribution de pores qu'on va obtenir ici, elle est ici, donc ça correspond bien à ce qu'on voit en Tomo. On a un degré de réorganisation qui est beaucoup moins poussé, en fait. C'est ce qui est la différence est significative à ce niveau-là. Et donc, si on regarde, si on essaye à cette échelle-là, ce qui se passe avec le NaCl, on a donc ici vous avez les profils de porosité en fonction du temps, et puis là le développement de la pression de gonflement. En fait, entre C et D, ce qui se passe, c'est qu'il se passe des choses ici. Cette macroporosité disparaît, alors qu'avec le MMA, on part de cette situation initiale et puis on a un degré d'organisation de la macroporosité qui est beaucoup plus faible. Et ce qu'on peut dire, parce que là l'idée c'était de vous mettre en évidence l'importance de la texture, c'est qu'en fait, cette existence, grâce à ce dispositif, on a été capable de suivre notre pression de gonflement au cours du temps, d'analyser la porosité interagrégat et de regarder avec différents fluides. Et on a pu voir que la pression de gonflement et l'existence de ce pic de pression de gonflement était liée à un phénomène particulier qui était finalement cette disparition des pores les plus grands, enfin, cette modification importante des pores les plus grands, et qui est associée au gonflement osmotique. Et finalement, qu'est-ce qui, dans le gonflement osmotique, va permettre cette réorganisation supérieure des particules et cette réorganisation de la porosité supplémentaire? Alors, je ne vais pas vous présenter ça aujourd'hui, mais il faut descendre aux échelles inférieures, les analyses par adsorption de gaz, par exemple, mais qui montrent en fait qu'avec quand on a le gonflement osmotique, on a la question de l'exfoliation des particules, de la diminution du nombre de feuillets par particule, qui va permettre un degré de réarrangement plus important. Et c'était aussi la raison pour laquelle on avait utilisé la Cunipia. On a des particules qui sont de relativement de grande taille, parce qu'on voulait voir quelque chose en Tomo. Et ces particules de grande taille, en fait, avec le MMA, elles vont rester de relativement grande taille. Alors que quand on va passer avec l'osmotique, on va permettre l'exfoliation, la diminution du nombre de feuillets par particule et des degrés de réarrangement beaucoup plus importants qui sont associés à cette plastification du matériau. Je n'ai pas fini, première partie. Et donc, ça c'est en cours. Les essais ont été faits, les échelles inférieures, pour comprendre mieux la texture. Et puis après, là, on peut regarder les impacts de la densité, les impacts de différents fluides, et notamment quand on met un fluide alcalin, où on va avoir des transformations minéralogiques. Donc ça, c'était la première partie de ma présentation, où on parlait plutôt organisation des particules, et je vais essayer d'illustrer maintenant ce qui se passe lorsqu'on ajoute de la colle entre les particules dans une argile gonflante, et regarder l'impact de cycle hydrique. Et avant de parler d'argile gonflante, juste quelques rappels sur ce qu'on a fait et comment on a pu créer finalement cette colle entre les particules, où on a utilisé le traitement à la chaux. Le traitement à la chaux, c'est assez simple, hein, on ajoute dans le sol CaO. Et ce qui se passe, en fait, on augmente la quantité de calcium dans le milieu et on augmente le pH du milieu à 12,4. Autour de 12,4. Et on va obtenir des modifications de comportement, à la fois parce qu'on a le pH, l'augmentation du calcium, mais aussi parce qu'on induit des réactions pouzzolaniques. Ces réactions pouzzolaniques, on va fabriquer des composés cimentaires qui vont coller les particules entre elles. Et ça, je vous donne un exemple ici, c'est sur un matériau, c'est un limon, donc pas trop gonflant. Vous avez le matériau quand il n'est pas traité, en noir ici, donc ça c'est le volume spécifique, l'indice des vides et puis la contrainte moyenne. Et puis quand on ajoute de la chaux, ici vous voyez les courbes se décalent vers la droite, et les flèches marquent les limites élastiques, elles augmentent vers la droite. On augmente le degré de cimentation du matériau. Quand on
Et la question, c'est comment analyser ça, comment analyser cette quantité de structure. Mais on peut aller regarder, on a des réactions chimiques, on peut aller regarder la quantité de composés cimentaires qui a été produite. Donc il y a différentes méthodes, on peut faire des ATG, ATD, ou faire ici de la RMN, où on va voir, ici vous avez un signal, et qui va permettre de voir l'apparition des nouvelles phases et de les quantifier, de vous donner un chiffre, voilà, il y a tant de nouvelles phases qui vont contribuer à l'amélioration du comportement mécanique. Et quand on a ce type, cette valeur, on peut la lier à un paramètre mécanique, macroscopique. Hein. Ici, c'est ce qui est fait, vous avez la limite élastique, et puis là, vous avez la quantité d'hydrate qui a été formée. Et donc là, il n'y a pas la notion de temps, mais on voit, bon, on peut trouver une corrélation. Et à partir de là, on peut rentrer dans une approche de modélisation pour essayer de lier notre comportement mécanique macroscopique avec cette quantité de produits cimentaires. Donc ici, c'est une démarche, c'est un travail qu'on a fait il y a quelques années. On utilise la référence du matériau non traité, et puis on va quantifier la différence entre le comportement du matériau traité, le matériau non traité, et puis cette distance est fonction de la quantité de produits cimentaires. Après, sur la démarche, ici, ce qu'on avait utilisé, donc je remets la même figure, mais on se basait sur le modèle de Camclé, qui nous donnait finalement accès à cette information-là, et puis un indice des vides supplémentaire qui est dû à la structure, et qui va permettre, avec différents paramètres, de modéliser le comportement du matériau et de relier tout ça à la quantité de produits cimentaires. Donc, avec des lois de comportement qui sont plus ou moins souples, qui permettent d'avoir accès à différents modes de dégradation du matériau. Est-ce qu'on dégrade complètement la structure quand on charge ou pas, ce genre d'éléments. Et puis après, qui vont nous permettre de modéliser le comportement de notre matériau traité. Mais ça, c'est voilà une démarche de travail. Maintenant, comment on peut faire pour travailler dans les sols gonflants? Parce que dans les sols gonflants, donc, et là, il manque un E ici. Et qu'est-ce qui se passe lorsque j'ajoute de la chaux dans mon sol gonflant? Et est-ce que je vais pouvoir mener la même démarche de travail? Alors ici, vous avez le potentiel de gonflement et la quantité de chaux. Et vous voyez que le matériau, c'est même un matériau gonflant, lorsqu'il n'est pas traité, son potentiel de gonflement est de l'ordre de 14%. Et dès que je mets de la chaux, en fait, je réduis ce potentiel de gonflement jusqu'à quasiment le supprimer. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, ici, vous avez donc la pression de préconsolidation apparente en fonction du temps de cure pour deux quantités de chaux. Et puis on voit que cette caractéristique mécanique augmente en fonction du temps, parce que les réactions pouzzolaniques avancent, parce que j'ai de plus en plus de composés cimentaires. Et elle augmente jusqu'à ce temps que j'ai épuisé, j'ai besoin de produits de réaction. Et puis là, on voit bien qu'au bout de, ici, une vingtaine de jours, quand il n'y a que 2% de chaux, ça se stabilise parce que j'ai arrêté de produire des composés cimentaires. Alors que lorsque j'ai encore 5% de chaux, je peux encore produire des composés cimentaires, et puis ça augmente au fur et à mesure du temps, et ça se stabiliserait probablement plus tard. Qu'est-ce que deviennent ces caractéristiques lorsque je prends ce matériau-là, par exemple après 28 jours de cure, et que je commence à le soumettre à des sollicitations hydriques, et que je commence à le sécher, à l'humidifier, pour essayer de reproduire ce qui peut se passer sur les bords d'un remblai ou en base d'un remblai. Qu'est-ce qui va se passer? Comment le matériau va évoluer? Et voilà le type de résultat qu'on peut obtenir. Là, c'est le comportement volumique, où vous avez ici le gonflement, le retrait, donc les valeurs négatives indiquent un retrait, et puis le nombre de cycles. Et ce nombre de cycles, on a fait différentes amplitudes, c'est-à-dire différentes intensités de sollicitation. Avec les disques noirs ici, c'est des sollicitations relativement limitées en termes d'amplitude de variation de teneur en eau. On avait quelques pourcents de teneur en eau. Puis globalement, en fait, je sèche, le matériau se retire un petit peu, et puis après, je suis globalement élastique. Et puis quand j'augmente un petit peu l'intensité, ce qui est ici, je vois que j'ai des amplitudes de gonflement-retrait qui sont plus importantes. Et si j'utilise des cycles extrêmes, c'est-à-dire on a envie d'altérer le matériau, en fait, au départ, il se comporte pareil, et puis on voit que rapidement, le matériau, on recommence à retrouver une amplitude de gonflement importante, du retrait important, on a dégradé notre matériau. Et puis si la quantité de chaux est plus importante, plus de produits cimentaires, on a les mêmes processus, mais les amplitudes sont un petit peu limitées. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe ici? Quel est l'impact de ces sollicitations environnementales sur le matériau? Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ceci? Et comment caractériser cette relation avec la microstructure du sol au sens large? Et donc on peut aller regarder au même. Donc ici, vous avez des lames minces qui ont été faites dans nos matériaux. Donc ici, vous avez 400 micromètres.
Après traitement à la chaux, il y a des modifications de la structure, 28 jours de cure, et puis après qu'on ait fait nos cycles, voilà la photo. Alors bon, j'aurais dû... la couleur, les teintes, peu importe. Et après 5 cycles hydriques dans une certaine gamme de variations de succion. Voilà ce qu'on peut regarder. Et on ne va pas pouvoir dire grand-chose. On peut compléter par des analyses chimiques, essayer d'aller regarder où sont nos composés cimentaires et d'autres aspects, ce qui a été fait. Mais globalement, on ne voit pas de lien direct avec le comportement macroscopique qu'on a pu constater sur le gonflement, par exemple. On peut essayer de quantifier en allant regarder avec par porosimétrie au mercure. Ça, c'est une méthode pratique parce qu'elle va nous donner des chiffres, une quantité de taille de pore, un volume. Donc, c'est le type de résultat qu'on obtient ici. Vous avez, donc c'est la courbe de distribution de pore, le rayon d'entrée de pore. Et puis, on peut regarder, ici, on constate qu'il y a 2 modes. On va appeler ça les macropores, ici les micropores. Et puis, on va regarder comment évoluent les quantités le volume de chacune de ces porosités. Et on calcule un indice des vides macro, un indice des vides micro. Et puis on va regarder ce qui se passe ici, c'est quand on sèche le matériau. Donc on voit les réorganisations, mais ça c'est une analyse, voilà le matériau comment il s'hydrate. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on impose différents cycles? Les différents cycles, voilà un exemple, où vous avez la courbe du matériau lorsqu'il est saturé, parce qu'on a fait les comparaisons à l'état saturé des matériaux. Et puis après, les cycles hydriques, on a obtenu la courbe bleue, ici, donc avec 5% de chaud et 2% de chaud. Donc c'est bien, on a vu, il y a effectivement ce qu'on voit du point de vue macroscopique, où le gonflement repart. Mais au niveau ici de cette analyse-là, certes on a des chiffres, mais je n'arrive pas à relier ça à mon comportement volumique. Et finalement, ici, c'est peut-être que cette description-là aussi ne me permet pas d'expliquer ce qui se passe au niveau de mes particules. Et ce qu'on est aussi allé regarder, c'est ce degré de cimentation et comment est-ce qu'on pouvait le quantifier. Parce que quand on fait des analyses chimiques ici, on essaie de quantifier, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, la quantité de produits cimentaires par exemple, on n'arrive pas à avoir de différence entre avant ou après imposition des cycles. C'est pas discriminant. Et une manière de quantifier, mais en fait on peut revenir aux mécaniques, purement macroscopique, et ici vous avez l'indice des vides, la contrainte effective, et puis ici on voit peut-être pas très bien, mais la courbe intrinsèque du matériau. Lorsque je l'ai traité avec de la chaux ici, donc c'est 2 temps de cure, on a ce type de courbe-là, donc on a bien, la courbe part vers la droite, la limite élastique est ici, c'est lié au degré de cimentation. Et lorsque j'ai fait mes 5 cycles, certes, j'ai aussi un impact sur le comportement mécanique, parce que vous voyez, la courbe ici, je rejoins ma courbe intrinsèque, c'est-à-dire que je n'ai plus d'impact des cimentations sur la compressibilité de mon matériau. La courbe n'est plus à droite, elle est revenue ici, elle rejoint ma courbe intrinsèque. Donc j'ai impacté mes cimentations. Lorsque j'ai fait mes cycles hydriques, certes, j'ai mon comportement volumique qui est reparti, mais en fait, c'est associé aussi à une dégradation de la cimentation qu'il peut y avoir entre les particules. Et ça, pour le quantifier, on peut avoir une démarche finalement assez simple, où on va regarder la courbe de compressibilité du matériau intrinsèque, on va l'utiliser comme référence, et on va regarder cette contrainte qui est prise pour le même indice des vides que la limite élastique du matériau traité, et on va comparer les deux, on peut appeler ça sensibilité, on va faire le rapport des deux, et qui va nous renseigner sur le degré de cimentation. Et quand on fait ça, on voit en fait que notre matériau, cette sensibilité, lorsqu'ici vous avez le temps, lorsque je ne fais pas de cycle et que je le laisse en cure, voilà le type de courbe, enfin de points qu'on obtient. Globalement 2%, c'était stable tout à l'heure après 28 jours. Et quand je le dégrade, on voit que cette sensibilité, je reviens autour de 1, donc je dégrade complètement mon matériau, et puis même avec 5% de chaud, où tout à l'heure le comportement volumique est resté impacté par la présence de chaud, on constate qu'on a une dégradation importante des cimentations, parce que avec 100 cycles, les carrés verts, on voit qu'on a notre sensibilité qui augmente, ça veut dire que la limite élastique augmente au cours du temps, et puis lorsque j'impose mes cycles hydriques, on tombe ici entre 3, 5, et voilà, donc on est toujours au-delà du comportement de référence de notre matériau,
on a des cimentations, mais qui ont été dégradées fortement. Et donc, ça, c'est une autre manière de faire, finalement, et qui montre aussi les limites des analyses qu'on va pouvoir faire à l'échelle micro, les analyses chimiques ou les analyses, c'est que, finalement, là, il nous manque encore quelque chose sur quoi on continue à travailler, c'est comment on a cette dégradation d'état de cimentation et comment est-ce qu'on va pouvoir quantifier cet état de cimentation de nos particules argileuses avec les composés cimentaires. Ça, c'est une problématique importante qui touche la question de la durabilité des performances du matériau. Parce que quand on utilise ces matériaux traités à la chaux, et les argiles notamment, c'est pour modifier leur comportement mécanique, l'améliorer, on va dire. Mais finalement, on voit qu'avec ces cycles, ces sollicitations, on arrive à altérer le matériau. Il ne revient pas au matériau initial, mais cette dégradation, comment est-ce qu'on la comprend, comment est-ce qu'on la suit, comment est-ce qu'on va pouvoir l'anticiper finalement. Et donc, ces conditions environnementales induisent des modifications de la microstructure, de la porosité, avec des évolutions de la minéralogie qu'on peut avoir aussi, la chaux ou des fluides alcalins dans différents contextes. Et on peut avoir des altérations profondes, des modifications, plutôt parce qu'altération c'est négatif, des modifications profondes du comportement du matériau, et on n'a pas encore réussi à quantifier ce qui se passait, comment le prendre en compte. Et puis, cette analyse, quand on parle de microstructure, il faut se préoccuper des caractéristiques macro, il faut aller regarder les porosités à différentes échelles. Alors, on a vu avec la présentation précédente, ça peut être très vaste. Et il faut prendre en compte aussi les transformations minéralogiques avec leurs conséquences macro. Voilà. Alors, je tiens ici à remercier toutes les personnes que je n'ai pas citées au long de la présentation, avec lesquelles j'ai travaillé. Alors, quand on fait ce genre, il y a forcément des gens que j'ai oubliés. En plus, je suis filmé, j'espère qu'ils ne regarderont pas. Voilà. Et puis, les différents projets et différents organismes qui ont pu contribuer à ces travaux. Et puis, vous avez des publications ici, quelques-unes. Je vous remercie pour votre attention.